This video is produced by the École Centrale de Nantes. Bonjour à tous, je vais vous parler un peu des expérimentations que nous menons autour des réseaux sociaux en pédagogie. J'aborderai surtout l'angle Twitter, mais j'essayerai d'élargir à la fin sur le propos. Donc vous pouvez retrouver sur le blog de la mission TIS de l'École centrale un peu un bilan de toutes nos activités. Le blog est mis assez régulièrement à jour et il y a ce diaporama-là ou une version précédente qui est en ligne ou d'autres éléments un peu plus de présentation. Donc en fait la problématique derrière, c'est toujours une problématique d'apprentissage, c'est comment on pourrait tirer parti en fait de la dynamique qui est générée par les réseaux sociaux, comme l'ont dit auparavant mes collègues. C'est les réseaux sociaux, nos étudiants ont l'habitude de les utiliser dans leur vie personnelle. Comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que ça vienne en soutien du processus d'apprentissage et aussi que ça vienne en soutien d'une construction progressive d'une identité numérique et puis d'une identité professionnelle. Donc, à notre sens, on ne peut pas maintenant fermer les yeux devant cet élément-là. Et également, nos étudiants ayant de plus en plus, comme vous aujourd'hui, des ordinateurs ou des iPads ou d'autres machines sous les yeux, comment est-ce qu'on peut tirer parti de cet élément-là et renforcer l'animation, l'émulation autour d'un cours? Pendant un cours, c'est un petit peu plus compliqué, mais on en parlera. Et donc, également, en dehors d'un cours, il y a aussi une problématique d'attractivité qui se cache derrière. Comment faire en sorte d'avoir une visibilité par rapport aux enseignements que l'on donne, une visibilité interne à l'établissement, mais aussi une visibilité vis-à-vis de l'extérieur. Alors juste pour situer en fait le contexte de l'expérimentation à Centrale Nantes, en fait, donc on a un tronc commun qui occupe nos élèves de première et deuxième année avec des promotions de 350 étudiants. C'est une école d'ingénieurs généralistes, donc qui n'est pas spécialisée informatique, donc on vise un public assez large. Et après, en fait, dans le cadre de ce tronc commun, il y a des cours électifs qui vont concerner de 28 à 120 étudiants. Les étudiants choisissent par affinité les cours qui les intéressent. Ils peuvent du coup construire leur parcours au fur et à mesure. Ils peuvent choisir des modules informatiques, plutôt informatiques, alors qu'ils n'iront pas dans l'informatique après ou autre. Et enfin, en dernière année, en fait, ils ont une option à choisir et parmi laquelle il y a une option informatique. Alors en fait, l'existant dans l'utilisation de quelques outils 2.0 à Centrale Nantes, alors on a pas mal d'expériences autour des blogs, ça rejoint un petit peu ce que disait Frédéric auparavant dans les possibilités d'utilisation. Alors il y a une utilisation dans le cadre de l'animation d'une filière d'enseignement, qui est une filière qui est centrée sur les technologies web justement. Et donc, partenaires, étudiants et enseignants sont invités à interagir via le blog. Les partenaires industriels sont invités à déposer leurs annonces pour les projets qui vont mener sur notre blog. Les étudiants sont amenés à questionner les partenaires via justement les annonces qui sont déposées. Et ensuite, une fois que les projets sont lancés, ça va dans l'autre sens. C'est plus les étudiants qui sont producteurs de la ressource, ce qui vont produire des comptes rendus d'avancement, des résultats intermédiaires, et les partenaires qu'ils rencontrent également par ailleurs. Hein. Mais les partenaires sont invités également à commenter en direct. Et à la fin de l'année, du coup, il y a quand même une vitrine du travail effectué. Il y a des billets récapitulatifs qui permettent d'avoir une vue globale de ce qui est fait, qui nous permet de promouvoir aussi bien en interne qu'à l'extérieur quand on va chercher d'autres partenariats auprès des acteurs du web. Des blogs de retour d'expérience, comme le site web de la mission TIS ou d'autres éléments autour des TIS qu'on a pu mener, qui sont des blogs collaboratifs qui recueillent jusqu'à 25-30 intervenants différents au total, qui sont aussi bien étudiants qu'enseignants.
Et enfin, on a depuis l'année dernière une activité de veille sur les technologies de l'information et de la communication qui est menée par nos étudiants en dernière année. Et les étudiants, du coup, là, mettent en ligne un article toutes les 2-3 semaines sur un sujet qu'ils doivent traiter pendant 6 mois. Et comme ça, ils peuvent avoir des interactions entre eux, des interactions avec l'extérieur, et puis aussi avoir un témoin du travail qui a été fait durant leurs études. J'ai aussi des collègues qui mènent des expérimentations autour des réseaux sociaux, du réseau social Viadeo et LinkedIn dans le cadre d'une filière dédiée au management professionnel. Donc là, on s'éloigne de l'informatique. Je mène une veille là, à l'heure actuelle sur Google+, et je vais utiliser Google+, dans les semaines à venir sur justement la filière web dont je parlais auparavant, et puis Twitter sur lequel je vais me concentrer aujourd'hui. Donc pourquoi Twitter ? Parce que le réseau social est assez facile à prendre en main une fois qu'on est allé au-delà du côté un peu abscon de certains messages, si on ne connaît pas un petit peu la syntaxe. 140 caractères, c'est suffisant pour partager de l'information, éventuellement réagir. La communauté est ouverte, donc on n'est pas sur une communauté renfermée sur l'établissement, mais là la volonté c'était d'aller vers l'extérieur, de pouvoir avoir des interactions justement avec d'autres experts, des anciens étudiants et autres, et puis aussi d'aider les étudiants à se constituer au fur et à mesure une identité numérique. Certains étaient déjà sur le réseau, d'autres non. Certains y étaient déjà et faisaient, on va dire, des bêtises. On a vu parfois des insultes avec des noms de professeurs ou des choses comme ça sur lesquelles il faut peut-être les inciter à être un petit peu plus vigilants par rapport à ça. Et puis, bon, c'est un formidable outil de veille à l'heure actuelle. Hier soir, comme vous le savez peut-être, Megaupload est tombé et une minute après le fait que Megaupload soit tombé, c'était directement sur Twitter. De la même manière, le site du FBI, le site des gouvernements américains et un certain nombre de sites sont tombés 2 heures plus tard et c'était tout de suite dessus. C'est assez intéressant pour suivre en instantané toute la réactivité de l'information. Dans notre cadre, par exemple, ça peut être intéressant par rapport à un cours ou par rapport à des conférences auxquelles on incite les étudiants de se rendre ou à certains événements. Par exemple, je pense qu'il y a un événement comme le Forum Atlantique sur lequel il y a qui se tient à la Cité des Congrès avec un certain nombre d'entreprises où les étudiants peuvent aller démarcher. Ça peut être le genre d'endroit où ils peuvent mettre avec leur smartphone des messages et puis se retrouver par rapport à certaines thématiques. Puis c'est aussi quand même, certes on est dans l'instantanéité, mais en moyen de communication asynchrone, si je loupe un message qui m'a été laissé ou où j'ai été interpellé il y a 10 heures, je peux y réagir seulement maintenant, avec un mélange des genres vie privée, vie professionnelle un peu plus limité que dans le cadre de Facebook ou de certains autres réseaux. Alors, je vais aborder rapidement pourquoi Twitter. J'aborderai les expérimentations qu'on a menées, puis des perspectives autour des réseaux sociaux tels qu'on peut les voir à l'heure actuelle. Alors, par curiosité, qui ici a un compte Twitter et qui l'utilise? D'accord. Ouais. Bon, donc rapidement, en fait, le réseau a été lancé en 2006. Maintenant, il y a 300 millions d'utilisateurs dans le monde. C'est bien moins que Facebook, mais ça reste important. Avec en France à peu près entre 2,4 et 2,6 millions d'utilisateurs. Il y a la possibilité d'avoir des comptes privés, ce que font certains de nos étudiants, où ils se créent un compte privé pendant leur durée d'enseignement, pédagogique, c'est-à-dire ils autorisent les enseignants à voir ce qu'ils racontent, mais ils ne veulent pas en fait que plus tard ça puisse les suivre, être référencé. Du coup, le compte est privé de ce point de vue-là, mais ils autorisent par rapport à une petite communauté. Bon, alors comprendre Twitter, donc éventuellement, en fait, quand on arrive sur un message comme celui-là sur Twitter avec des éléments qui apparaissent en couleur dans l'interface, des liens un petit peu bizarres, des éléments qui sont précédés d'un dièse, ça peut être un petit peu abscon, c'était ce que je disais auparavant. Mais en fait, ce qu'il faut connaître sur la syntaxe Twitter, c'est assez simple. C'est que si vous faites la référence à un utilisateur, vous mettez un arrobas
avec le nom de l'utilisateur. Maintenant, on va dire que ça devient de plus en plus une constante. Google+, Facebook implémentent cet élément-là. Donc, on peut faire directement référence à l'utilisateur en question. Si on transfère un tweet, un peu comme la fonction forward de vos mails, au lieu de mettre FW, ça met RT pour retweet, qui est maintenant une fonctionnalité native dans les clients Twitter. Vous pouvez directement repartager en fait avec votre propre audience des éléments intéressants que vous avez pu trouver. Et puis, il y a une dimension un peu sémantique pour catégoriser l'information. Et comment on insère cette dimension sémantique? Eh bien, c'est avec ce qu'on appelle des hashtags ou des mots étiquettes, si on veut parler français, c'est-à-dire faire précéder la thématique d'un dièse. Donc ici, vous voyez, il y a 3 mots qui étaient précédés d'un dièse. Ça veut dire que si on va cliquer sur ces mots-là, on retrouvera tous les tweets qui ont été partagés de manière publique par tous les utilisateurs sur le réseau, qui sont en lien soit avec le C2I, soit en lien avec la notion de métier, soit en lien avec les TIS. Ça permet notamment de voir certains thèmes ressortir en fonction de l'actualité et donc d'avoir un suivi des tendances. Comme on le voit là, donc si on clique sur le hashtag TIS, on voit toutes les dernières personnes qui ont parlé des TIS à l'heure actuelle. Et puis également, en fait, en bas à droite, là, vous avez les trends, les tendances. Vous pouvez regarder les tendances mondiales ou les tendances par pays, de voir de quoi les gens parlent à un moment donné. Donc ça peut être... donc là c'était Porsche, Lapardieu, parce qu'il y avait eu une affaire de viol aux alentours de Lapardieu, des éléments comme ça qui ressortent, on va dire, c'est un peu un témoin de l'actualité. Voilà, comme je le disais auparavant, un tweet qui va commencer par un arrobas avec le nom de l'utilisateur, c'est en fait une réponse à un utilisateur. Donc ici, en fait, c'est un ancien étudiant qui maintenant fait une thèse sur les réseaux sociaux qui répondait à une de mes questions. Les interactions sont visibles de tous, c'est-à-dire, c'est aussi ce qui est intéressant, c'est-à-dire quand j'ai ce type de réponse, mais les personnes qui suivent Francisco vont aussi voir sa réponse et peuvent se joindre à la conversation. Donc il peut y avoir comme ça des personnes extérieures qui vont se greffer à une conversation en cours. Du coup, avoir ce lien, justement, profiter du fait que la communauté est ouverte. Et c'est évidemment accessible depuis tout périphérique. Donc là, c'était juste pour rappeler que si je peux consulter Twitter depuis mon PC, mon Mac, je peux aussi le faire depuis mon iPad, ma tablette Android, mon smartphone ou autre. Ça permet, on peut voir qui une personne suit. Donc là, par exemple, mon collègue Guillaume Moreau, on peut voir qui il suit. Et quand on commence sur Twitter, ça peut être intéressant pour retrouver qui est déjà présent sur le réseau et puis des sources d'intérêt. C'est-à-dire que ou un élève, quand il va voir mon compte, il sait que je suis intéressé par les TIS, par d'autres, que je suis les comptes d'autres étudiants, donc il peut retrouver ce type de dimension-là. De la même manière, on peut voir qui suit la personne en question. On a la notion de following pour trouver ça. Il y a la possibilité de messages privés, si vous voulez avoir une conversation privée, effectivement, comme on le disait auparavant, commenter sur le fait, les étudiants veulent avoir toujours cette notion-là, ils vont peut-être pas aller commenter sur nos espaces à nous, le fait que tel prof est super rébarbatif, parfois ils vont avoir des conversations 2 par 2. Et puis, il y a aussi la possibilité de gérer des listes. Sur Twitter, c'est peu utilisé, mais moi j'aime bien les listes pour retrouver des utilisateurs. J'ai tendance à créer des listes un petit peu par rapport à mes étudiants. Donc j'ai des listes là, EI3 Info 2008, EI3 Info 2009, EI3 Info 2010, qui me permet de suivre le flux, qui me permet de sélectionner le flux que je voudrais voir. Je ne verrai par exemple que le flux des étudiants que j'ai mis dans telle ou telle liste ou de tel ou tel enseignant que j'ai mis dans telle liste. Là, par exemple, j'ai créé une liste aussi pour les personnes. Donc, je ne l'ai pas mise à jour aujourd'hui. Donc il me manque des personnes, mais j'avais créé une liste des personnes qui sont de cette assemblée-là et qui sont sur Twitter. Je pense à Mickaël, je pense au CAP, je pense à Tissédoc et autres. Je peux du coup
aussi partager ces listes-là et permettre à d'autres gens de les suivre à leur tour. Bon, après, en termes de communication, pour un établissement, que ce soit l'Université de Nantes, nos écoles, c'est maintenant un canal privilégié pour toucher un certain public, enseignants et étudiants, pardon, je pensais surtout, et puis la presse. Et puis, intérêt de Twitter, l'instantanéité. Là, c'était juste pour rappel, c'est un chercheur en imagerie, en fait, qui se trouve, il était juste à côté de là où a été tué Ben Laden. Et en fait, il est devenu célèbre parce qu'en fait, il a tweeté en direct le fait qu'il entendait en hélicoptère, qu'il y avait du bruit. Et donc en fait, il a tweeté en direct la mort de Ben Laden. Donc, vous pouvez facilement, en fait, si vous êtes au bon endroit au bon moment, accéder à une célébrité momentanée. Hein. Ouais. Mais autrement, tu peux découvrir qui est François Fillon hein, sur Twitter, hein, puisque c'est un informaticien nantais. Hein, et quand on découvre son pseudo, après, tu peux. Voilà. Bon, et puis il y avait aussi l'histoire. Hein, voilà, vous pouvez dénoncer certains scandales. Comme en fait l'information sur DSK s'était d'abord retrouvée sur Twitter par un membre des jeunes UMP, ça avait suscité la théorie du complot. Bref, on est vraiment dans cette notion d'instantané. Et puis il y a des services maintenant qui percent auprès du grand public et qui font que Twitter en tant que tel rentre un peu dans les mœurs. Là, c'est un site qui est fait par un Nantais, c'est un site devant la télé, c'est-à-dire ça vous permet vous êtes devant la télé, vous voulez voir ce qui se dit par rapport à la chaîne que vous regardez. Eh bien, en fait, ça agrège les flux Facebook, Twitter. Ça vous permet de regarder, de justement suivre, éventuellement échanger à votre tour. Voilà, donc Damien voit que ce qui est le plus vu à l'heure actuelle, c'est TF1, là, à l'heure actuelle, là où il y a le plus de commentaires. Mais voilà, vous pouvez aller suivre de cette manière-là. Et vous riez un peu, mais ça, durant des émissions en direct ou durant les interventions du président de la République, des émissions politiques, Top Chef, Master Chef, X Factor, La Nouvelle Star, ça génère un nombre de partages assez impressionnant. À tel point que X Factor a été la première émission de télé l'année dernière qui a vraiment intégré cette dimension-là. Donc vous voyez que je commente sur X Factor directement, en fait. En plus, c'était pour les besoins de la présentation. Mais non, en fait. Et c'était accessible tout aussi bien sur les applications iPhone, iPad que justement l'émission de M6 avait mis à disposition que sur le site web. Bref, on est dans du partage qui ne se limite pas à un seul média. Voilà, et puis Facebook aussi, ça se retrouvait sur la page officielle Facebook, bref, c'était partout. Vous partagiez à un seul endroit et vous vous retrouviez partout assez facilement. Voilà. Pour participer à la discussion, connectez-vous avec Facebook ou Twitter, ce que de plus en plus de services désormais proposent. C'est facile à faire. Après, ça veut dire qu'on donne un certain nombre d'informations à ces services-là, mais voilà, ça perce assez facilement avec des services qui agrègent du contenu qui est publié ailleurs et qui tirent profit de la diversification des plateformes d'accès. Bon, pourquoi Twitter en pédagogie? Bon, peut-être pas parce que simplement cette phrase a fait le tour de Twitter. You're no one if you're not on Twitter. Vous avez même une chanson associée, si vous voulez l'écouter. Vous tapez ça sur Twitter, enfin sur un moteur de recherche. Non, en fait, donc j'ai situé un peu le contexte global, c'est que nos étudiants sont déjà présents sur les réseaux sociaux avec une utilisation plus ou moins habile en fait de ces réseaux-là. Donc, Christian posait la question, est-ce qu'on doit donner des formations à nos étudiants par rapport à ces problématiques-là? C'est un peu difficile de créer des formations dédiées. Donc, en tout cas, moi, un biais que j'ai dans mes cours, c'est de me dire, je vais intégrer cette dimension sociale dans mes cours et donc qui aborde parfois la dimension sociale, parce que forcément c'est une thématique qui m'intéresse, mais même dans des cours qui ne sont pas en lien avec ça, j'intègre cette dimension-là, et du coup j'incite également les étudiants à prendre du recul par rapport à ces problématiques-là. Alors, bon, justement, comme mes étudiants sont bon public, après, quand je leur demande la question, est-ce que vous aimeriez qu'on utilise Facebook ensuite, ça me permet d'avoir un petit peu en retour, même quand ils sont en stage. Donc ça, c'était ce que j'avais fait en juin. Je leur avais demandé ça.
l'avis était assez unanime sur le fait que, de leur point de vue, Facebook est quand même fortement lié à la vie privée et ils ont un petit peu de mal à envisager l'utilisation de ce réseau-là dans ce cadre-là. Bon, là, c'est une petite blague sur un cas qui avait aussi fait parler d'un prof qui demande à une de ses élèves pourquoi es-tu sur Facebook pendant mon cours, et l'élève répond mais pourquoi vous êtes sur Facebook pendant mon cours. Petit échange. Plus loin, en fait, comme l'a cité mon camarade tout à l'heure, il y a déjà des expérimentations d'enseignants en fait sur Facebook. Là, c'est Laurent Join qui utilise Twitter en lycée professionnel autour du français et de l'histoire géo. Il y a aussi un certain nombre d'expérimentations autour de l'enseignement supérieur. Et moi, c'est un petit peu... Twitter avait des avantages qui me paraissaient intéressants par rapport à ce qu'on voulait faire pour soutenir le présentiel, animer le temps de cours, enfin animer le cours en dehors de la classe. Et puis on va voir un petit peu tout ce qui a été mené. Les expérimentations, j'ai commencé à les mener en juin 2009 sur un cours de système d'information et de base de données. Et depuis, en fait, je modifie certains éléments. Je vais en parler après. Mais bon, je continue d'être fidèle à Twitter, même si je veux aller expérimenter d'autres modalités par rapport aux limites dont on pourra parler. Les cibles premières ont été des élèves de 3e année en option informatique. Pourquoi? À cause de la taille des groupes. Quand on a 350 étudiants d'un coup, c'est un petit peu difficile par rapport à un nouvel outil qu'on introduit. Parce que Twitter, malgré tout, n'est pas très encore intégré chez nos étudiants dès qu'ils arrivent, c'est-à-dire ils se créent un compte, mais leur présence est bien plus massive sur Facebook, où quand ils arrivent dans notre établissement, à 95%, ils sont déjà sur Facebook. Twitter, je situerais ça plutôt aux alentours de 10%, 5-10%. Donc faire adopter un outil à grande échelle, c'était un petit peu plus difficile pour une expérimentation. Donc le choix s'est porté sur des promotions plus petites. Je vise aussi les anciens, maintenir le contact avec les anciens, et puis tout ce qui est l'environnement informatique, les enseignants-chercheurs dans le domaine, nos intervenants extérieurs, des partenaires extérieurs, et donc animer le cours en dehors du temps de classe. Alors, dans le temps de classe, là c'est un exemple pendant le temps de classe où j'ai essayé en fait, nos étudiants ayant à 80% leur ordinateur en 3e année devant les yeux et ayant envie de faire autre chose que de suivre, une de mes problématiques, c'est de dire, eh bien d'accord, ils sont dessus, on va essayer de trouver des moyens de les faire revenir par rapport au cours. Faire revenir par rapport au cours, ça va leur dire, ok, vous utilisez vous pouvez utiliser les réseaux sociaux pendant le cours, mais je vous demanderai de partager des liens en rapport avec ce que je dis. Et puis ils sont assez malins, hein. D'eux-mêmes, quand le prof dit une bêtise par rapport au cours, ils le rectifient, ils lèvent la main, ils le disent. Bien, cet élément-là, ils peuvent le partager aussi à leurs camarades. Partager en lien à l'oral, c'est un petit peu compliqué, http:// alors que sur Twitter, on a directement une plateforme médiatrice, une interface qui va permettre de partager. Donc là, il y a tout le temps un hashtag, vous voyez, un dièse Sreti qui fait référence à ma matière, en fait, à son acronyme dans le programme de formation de l'école centrale. Après, j'ai des étudiants qui s'amusent. Voyons si je check mes tweets en plein pendant mes cours. La réponse est oui, d'une certaine manière. Jusqu'à cette année, en fait, où je me suis dit, eh bien d'accord, ils utilisent Twitter, mais jusqu'à maintenant, je n'avais pas forcément un contrôle en permanence de ce qu'ils racontaient. Et je me suis dit, faisons comme dans certaines conférences où on voit en fait un vidéoprojecteur en plus qui projette le mur de tweets en lien avec la matière. Expérience mitigée, on va dire, puisque je l'ai fait pendant 3 cours, j'ai un petit peu modifié les modalités à chaque fois, je les ai un petit peu recadrées. À la fin, je dois dire que j'étais un petit peu perplexe par rapport aux éléments qu'il partageait. Par exemple, il commentait d'autres acronymes de cours. Là, le CISEX, qui est un acronyme de cours. Voilà, quelques... Bref, il y avait un partage de moins en moins pertinent. Il y a eu des messages « Hello World ». Enfin, c'était
petit peu n'importe quoi. J'ai fait le bilan avec eux à la fin, et un des éléments qu'ils m'ont dit, et je pense aussi que c'est pour ça que l'expérience n'a pas extrêmement bien marché, c'est que dans un module où ils sont 32, en fait, ils sont dans un petit nombre. S'ils ont des questions ou des réactions par rapport au cours, ils peuvent lever la main, m'interrompre. Et le fait de partager un lien ou de partager une information et de faire en sorte qu'elle soit diffusée alors qu'ils peuvent avoir la même chose sur leur écran, ça n'avait pas vraiment d'intérêt et ça n'avait pas vraiment de plus-value. Donc peut-être que partager ce genre de mur sur des conférences, et justement c'est généralement le cas, c'est dans des conférences où il y a une audience de 100, 200, plus de personnes, ça peut avoir un intérêt pour poser une question à l'intervenant parce qu'il y a trop de... Il y a trop de personnes et l'intervenant peut choisir de rebondir sur telle ou telle question, mais dans une petite assemblée, il n'est pas dit que ça a un vrai intérêt de faire cette projection-là. Donc j'ai momentanément abandonné cette idée. En dehors du cours, ça permet, par exemple, à un étudiant de regretter qu'il y ait une notion qui n'ait pas été traitée et puis du coup de faire informellement un retour par rapport à ça ou de poser une question a posteriori. Ça me permet aussi de faire un retour par rapport aux examens. Généralement, les étudiants se plaignent d'avoir un retour trop tard des examens. Là, en fait, 1 heure ou 2 heures après, on peut mettre l'accent sur des éléments dont il est évident que les étudiants sont passés un peu à côté ou n'ont pas vu la difficulté ou on sait que c'était une difficulté. Et du coup, c'est une réaction à chaud. C'est moins informel que de rédiger tout le corrigé qu'on doit faire quand même à la fin, mais ça permet de donner tout de suite, au sortir de l'examen, un retour sur quelques points clés. Et là, les étudiants, ils percutent parce qu'ils ont encore le sujet de l'examen en tête. À l'école centrale, on a 30 jours pour mettre le corrigé en ligne. Voilà, au bout d'une semaine, les étudiants, le sujet même de l'examen, ils l'ont un peu oublié. Voilà, donc après il peut y avoir aussi des interactions. Là j'avais des étudiants qui me redemandaient des points d'éclaircissement par rapport à un élément relatif au DS, donc j'ai pu leur donner. Et puis ça permet aussi de partager des informations autour du fonctionnement de l'établissement. Parfois, une fois, là, c'était arrivé, les étudiants n'avaient plus accès à leur courrier électronique, donc ne pouvaient pas recevoir le message comme quoi le service allait revenir à telle heure donnée. Bien de passer par un canal externe, ça peut permettre exceptionnellement de diffuser une certaine information. Ça permet aussi de maintenir le lien avec des étudiants. Donc là, c'était un étudiant en travail de fin d'études. Il faut tout le temps dire du bas vers le haut en termes chronologiques. Donc un étudiant qui me disait qu'il avait en audit informatique et liberté, qu'il pensait à mes cours. Ça m'a fait chaud au cœur. Mais cela dit, ça permet d'avoir un retour, un lien du coup avec ces éléments-là. Et ça permet aussi de suivre les projets. Donc là, en fait, DIAS-PVET, c'est en lien avec l'acronyme d'un cours. Projet de veille technologique, c'est le projet durant lequel les étudiants sont invités à mettre en ligne sur un blog la veille qu'ils font. Et bien, mettre en ligne la veille qu'ils font sur un sujet, la manière de la promouvoir, c'est peut-être aussi de partager sur Twitter. Ils partagent avec une large communauté, ils partagent aussi avec leurs camarades. Du coup, leurs camarades peuvent aller lire directement quand l'article est mis en ligne l'élément en question. Du coup, il peut y avoir une interactivité supplémentaire à ce niveau-là. Ça peut renforcer la vie d'une classe. Ne nous leurrons pas, les étudiants, quand ils utilisent Twitter pour échanger par rapport à des sujets sérieux, ils l'utilisent aussi pour échanger par rapport à des sujets moins sérieux, donc moins sérieux ou relatifs à d'autres choses. Donc ils vont partager l'actualité publiée sur Le Monde, ou ils vont publier des choses relatives à ce qu'ils sont en train de lire. Mais comme ça aussi, il y a une méta-discussion en dehors du temps de classe, parce que certes, il y a Cafébook, mais il y a la volonté d'avoir un échange en dehors. Et puis, avoir des interactions avec leurs enseignants, des interactions un peu moins formelles. Twitter permet aussi d'avoir du suivi lors des colloques. Donc ça permet aussi, en termes d'enseignants, moi je me sers aussi de Twitter pour partager d'autres choses que simplement mes activités de cours, pour me dire,
Souvent, nos enseignants savent pas, nos étudiants, pardon, ne savent pas vraiment ce que font leurs enseignants-chercheurs. Ils connaissent la casquette enseignant, mais le reste du temps, ils s'imaginent que l'enseignant est en train de buller dans son bureau, voire il n'est pas là, il doit être en train de faire du ski ou autre, alors qu'en fait, il est en déplacement. Combien de fois j'ai des étudiants qui nous souhaitent bonnes vacances, et j'ai d'autres enseignants qui leur mettent « Ouais, en fait, je suis en Chine à une conférence ». Donc ça permet quand même d'avoir une meilleure visibilité. Je pense là aussi c'est pas le but premier, c'est pas de leur dire vous allez voir ce qu'est la vie d'un enseignant-chercheur, mais c'est de faire passer des petits messages mine de rien. Donc du coup ça peut permettre d'avoir ces éléments-là, d'avoir des échanges mutuels entre des intervenants extérieurs et puis d'autres personnes. Moi, par exemple, là, j'ai un échange sur cette diapo-là avec quelqu'un que je suis parce qu'il est directeur de recherche en informatique et il traite de sujets qui m'intéressent. Et puis là, d'un coup, il se trouve qu'on a une passion commune, un peu comme Christian, pour les iPads et puis pour lire de la BD en ligne. Et donc, on partage des éléments relatifs à notre expérience dans le domaine. Donc il peut y avoir des échanges, non seulement dans la discipline en question, mais aussi dans d'autres sources d'intérêt que les personnes peuvent avoir. Voilà. Donc d'autres appropriations, parce que là j'ai beaucoup parlé de mes appropriations à moi, mais mes collègues aussi, enseignants-chercheurs à Centrale, l'utilisent. Alors certains en réaction uniquement, c'est-à-dire ils ne vont pas partager d'eux-mêmes de l'information, mais ils vont réagir par rapport à ce que d'autres répondent, par rapport à des étudiants ou autres, ou enseignants. J'ai par contre des collègues qui choisissent de partager des éléments relatifs au cours. Donc là, par exemple, Didier Lim, à la fin, parle de complexité temporelle par rapport à la complexité spatiale d'un algorithme et va avoir ensuite des échanges là avec Benjamin Vial, Maxime Folchès, avec des étudiants qui réagissent par rapport à ce qu'ils ont mis durant l'examen. Ça peut juste aussi être un message par rapport à un étudiant de dire que ça y est, on a mis sur le serveur pédagogique de l'information supplémentaire, que les notes sont disponibles sur la plateforme sur laquelle les notes sont enregistrées. Donc je ne sais pas, à l'université, chez nous, les étudiants ne reçoivent pas spécifiquement un message pour dire que la note de telle matière a été enregistrée. Donc là, l'enseignant peut directement le mentionner. C'est aussi le moyen de faire passer des petits messages comme quoi, là on avait demandé aux étudiants de nous envoyer des screenshots de des sites web qu'ils avaient construits et ils avaient envoyé à mon collègue des screenshots simplement en envoyant des fichiers .doc, ce qui n'est pas le meilleur moyen d'envoyer des captures d'écran. Donc c'était un moyen de faire passer un petit message. Des messages parfois sur les élections. Ça peut être les élections dans nos conseils respectifs, dans nos établissements. Et juste rappeler, quand on voit qu'il n'y a personne, alors qu'on est en train de tenir le bureau de vote, que peut-être que ça serait pas mal d'aller voter. Et puis aussi de donner un aperçu de l'activité d'enseignant-chercheur. Donc là, Guillaume Moreau, qui est chercheur en réalité virtuelle et puis par ailleurs DSI, partage des éléments relatifs à ses cours, mais aussi des éléments par rapport à ses activités dans ces domaines-là. Puis notre bibliothèque, en fait, partage aussi a un compte Twitter sur lequel il partage des liens relatifs à des livres ou relatifs à des articles de presse qu'ils ont lus, mais publie aussi des messages du type « Vos enseignants publient » de telle manière que les étudiants aient conscience des livres qui sont édités qui sont publiés par les enseignants de l'établissement. Alors, l'intérêt de Twitter, c'est cette communication formelle qui se réduit un peu avec des messages qui peuvent être... donc dans les messages formels, des messages institutionnels parfois qu'on relaye ou des messages d'information, mais globalement des discussions qui sont plus informelles avec des étudiants sur l'enseignement, sur son contexte, sur l'environnement global. Comme j'enseigne notamment les problématiques de droit d'auteur, droit d'information, propriété intellectuelle, comme hier soir, Megaupload est tombé, j'ai forcément des étudiants qui m'ont fait des clins d'œil par rapport à ça, comme quoi ma vie avait dû être changée par cet élément-là. Mais cela dit, voilà, ça veut dire qu'il y a quand même des liens qui se font.
Ça peut permettre de compléter de l'information sur un corrigé d'examen, faire passer certains messages et puis donner un aperçu, valoriser les activités des enseignants-chercheurs. Alors, j'avais demandé quel était pour vous, pour les étudiants, l'intérêt d'utiliser Twitter en cours, projet ou autre. Donc, autant leur demander directement. Alors, ce qu'ils répondent, en fait, c'est pour connaître les projets sur lesquels les enseignants-chercheurs travaillent et voir ce qu'ils font lorsqu'ils ont la casquette de chercheur. Créer un lien privilégié, moins formel et pouvoir communiquer en dehors, en parallèle des cours. C'est un moyen de communication moins insistant, moins impératif que le courrier électronique, permettant pendant le cours de rattraper notre attention et en dehors d'apporter des informations complémentaires. Bon, j'en ai un petit comique, c'est pratique lorsque la messagerie de centrale tombe. Ça permet d'avoir des informations complémentaires au cours. Ça permet d'avoir des précisions au cours avant, pendant ou après le cours avec le hashtag associé. Ça peut permettre de poser des questions auxquelles on pense pendant le cours. Rapidité, facilité d'échange. Ça permet une meilleure réactivité, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais là, les étudiants étaient très réactifs par rapport à cette question-là. Et puis, ça permet aussi de garder contact avec les enseignants-chercheurs quand les étudiants sont partis et continuent d'utiliser le réseau. Mine de rien, c'est assez utile. Maintenant, comme ça fait depuis 2009, donc certains étudiants de la promo 2008-2009 sont dessus encore, ils l'utilisent. Mais je sais où ils en sont, ça me permet de suivre un petit peu leur domaine et c'est du coup assez intéressant. Après, quelques limites. Donc là, comme le dit un chargé de recherche en informatique, quand on pose la question « Comment calcule-t-on efficacement la clôture transitive d'une formule sur la théorie des ordres linéaires ?» Sa réponse, quelques heures plus tard, il explique qu'il aurait plus de réponses s'il parlait de sexe au lieu de logique du premier ordre. Oui, c'est pas très adapté aux discussions très techniques. Quand on rentre dans des sujets assez pointus en termes de recherche, si on se base seulement sur Twitter et non pas sur un canal d'échange annexe pour mettre des messages un peu plus longs, c'est un petit peu aride, un peu difficile. Après, il y a aussi, dans les limites, il y a un bruit résiduel. Il y a des étudiants, pas que des étudiants, moi aussi, des fois, je mets des choses qui ne sont pas d'un grand intérêt. Il faut en avoir conscience. Il y a un bruit résiduel au-delà duquel il faut aller. Et puis, la volonté aussi des étudiants de parler sur d'autres canaux. Alors, en fait, l'année dernière, c'était très intéressant. C'est l'année, on le verra, où les chiffres d'utilisation de Twitter chez nous ont un petit peu explosé. Et à un moment donné, en fait, les étudiants étaient ravis parce que leur prof arrivait sur Twitter. Au départ, j'étais le seul fou à être dessus. Et après, on était 6 enseignants sur 7 en informatique à être dessus. Et là, en fait, il y a un certain nombre de discussions qui sont parties où les étudiants étaient moins réactifs parce qu'ils sont allés sur IRC. Parce qu'ils voulaient avoir un moyen de communication sur lequel les enseignants n'étaient pas. Donc, toujours avoir cette plage-là, d'une part une communication publique, et d'une part avoir des plages de communication privées sur lesquelles les enseignants n'ont pas accès. Alors, ce n'est pas toujours pour dire du mal des enseignants en question, mais c'est pour avoir une activité à l'extérieur. Et puis, il y a aussi l'utilisation d'autres médias 2.0 qui font que les étudiants peuvent utiliser Twitter comme point de départ et aller sur d'autres choses, comme Framapad. Framapad ou PiratePad, c'est une application qui permet de construire collaborativement, directement en ligne, en direct, en fait, du contenu. Donc, par exemple, de faire en direct, collaborativement, un compte-rendu d'un cours, d'une réunion ou autre, de le partager avec un autre public. Alors, dans les utilisations que les étudiants en ont fait, ils se sont rendus compte que jusqu'à une dizaine de contributeurs simultanés, ça va. Au-delà d'une dizaine de contributeurs simultanés à un seul Framapad, à un seul pad en question, c'est plus difficile parce qu'on se marche sur les pieds. Mais ils arrivaient à prendre de l'information, et même sur des cours techniques, parce que ils ont l'habitude d'écrire du LaTeX donc pour des formules mathématiques. Donc ils écrivaient directement les formules mathématiques en question. Donc même dans un cours de mathématiques discrètes, ils étaient capables de construire collaborativement cet élément-là. Et dans l'idée de faire revenir l'étudiant qui passe sa vie sur Facebook ou sur d'autres choses parce qu'il est derrière son ordinateur, c'est pas mal parce que là, on les remet par rapport à la notion par rapport au cours. Et finalement,
l'élément principal par rapport auquel il faut les sensibiliser, c'est non plus bien utiliser son ordinateur, mais c'est l'importance de prendre des notes en cours, et prendre des notes en cours avec les nouveaux médias. Bon, j'ai déjà dit tout à l'heure les limites par rapport à l'utilisation de ces réseaux sociaux-là, avec quand même voilà, des limites dans l'utilisation pendant le présentiel. Il n'est pas dit que Twitter soit l'élément approprié pour faire de la projection. Alors en conclusion, eh bien quand même, c'est que les avantages, c'est qu'on a formé et animé des communautés de pratique autour d'un certain nombre d'enseignements et aussi contribué à aider les étudiants à affirmer leur identité numérique. Alors quand des étudiants commencent à avoir, ils avaient un compte public sur lequel ils partageaient n'importe quoi et finalement ils se disent mais en fait je vais avoir des problèmes le jour où mon recruteur va aller chercher l'information et ils choisissent de basculer leur compte en privé. Moi je le perçois pas comme une défaite, au contraire je vois ça plutôt positivement parce que ça veut dire qu'ils ont une réflexion. Et on a eu plusieurs étudiants en fait qui sont passés de un compte à deux comptes. En fait, ils avaient un compte privé pour partager des commentaires par rapport au cours, partager des fois des choses par rapport à la vie de classe, et un compte public sur lequel ils ne partageaient que des liens relatifs au domaine d'expertise dans lequel ils visaient, partage de leur CV et autres. Ça permet du coup de maintenir le contact entre étudiants et anciens. J'ai plusieurs étudiants qui me disent que notamment ça permet de faciliter maintenant le passage de relais finalement d'une promotion à une autre. Le partage d'un certain nombre d'informations, c'est un outil en plus, hein, ça ne remplace pas non plus évidemment le contact humain. Je ne vise pas à faire en sorte que nous ne soyons que derrière des ordinateurs et à n'échanger que par ce biais-là, mais ça permet de profiter de cet élément-là, et c'est un outil de partage et de réaction instantanée. Alors dans les perspectives, eh bien, c'est tirer parti de cette communauté grandissante, c'est-à-dire faire en sorte de non plus de l'appliquer que à des petites promotions, mais viser plus de nombre, viser aussi des éléments qui nous permettent de partager plus de choses. Donc j'ai commencé un petit peu cette année à partager des choses via Google+. Parce qu'en fait, sur Twitter, si vous partagez de l'information, vous allez mettre un lien vers la ressource pédagogique que vous partagez. Vous êtes finalement du message que vous lisez vers la ressource pédagogique que vous visez. A contrario, en fait, sur une plateforme comme Google+, vous allez pouvoir aller de la ressource vers le message. Par exemple, vous pouvez mettre en ligne un diaporama complet, je l'ai fait notamment par rapport à un de mes cours, et du coup inciter les étudiants, ils voient les slides les unes après les autres, et ils peuvent commenter slide par slide. Et du coup, on retourne du message de la ressource pédagogique vers le message. Et c'est aussi tout l'objet d'un projet donc UNIT qui est mené avec l'école des mines de Nantes, avec Télécom Bretagne, avec un certain nombre d'acteurs, qui vise en fait, qui est un projet autour des réseaux sociaux et l'étude d'un processus d'apprentissage via un réseau social, qui est d'intégrer une dimension de réseau social dans une ressource pédagogique existante, et donc faire en sorte qu'il y ait bien les deux sens, du message vers la ressource pédagogique et de la ressource pédagogique vers le message. Voilà. Et au sein du groupe TIS, parce qu'il fallait bien quand même que je fasse aussi un clin d'œil, donc j'ai créé une liste que je vais enrichir dès que j'aurai fini, avec un certain nombre de personnes, donc notamment il y a Michael Aleska qui utilise Twitter pour partager des éléments, il y a Anne-Céline Grelot qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui partage des éléments relatifs au TIS, le CAP et autres. Et puis aussi, par exemple, donc dans le cadre du groupe TIS, plus dédié à la conférence régionale des grandes écoles, il y a un programme de formation commun à toutes nos écoles. Et en fait, quand je vais assister à ces formations-là, j'aime bien tweeter un petit peu autour de ces formations. Donc j'assistais jeudi dernier à une formation sur les techniques de rétroaction en classe. Donc j'ai tweeté un petit peu quelques grandes idées, quelques éléments phares. J'avais en parallèle un Framapad qui me permettait d'avoir des notes plus classiques. Mais là, je partageais des choses qui me semblaient intéressantes pour l'extérieur. Par exemple, le graphe du niveau de mémorisation des élèves en fonction du déroulement des cours. Ou alors la courbe d'oubli des Binghaus que je ne connaissais pas, en fait. Et du coup, c'était des éléments assez pertinents. Et j'ai eu le plaisir de voir qu'un certain nombre de personnes réagissaient ou repartageaient ces éléments-là. Des éléments, Adrien Pogetti par exemple, c'est celui qui gère maintenant Atlantique 2.0 et voilà.
et qui a repartagé cet élément-là. Nicolas Hotchou, qui est un chercheur à Grenoble. Unit a repartagé des éléments. Laurent, qui fait partie du groupe et qui est à l'école de design. Bref, un certain nombre de personnes. Et du coup, en fait, quelque chose qui à la base n'est que le programme de formation de nos écoles a une visibilité à l'extérieur, apporte aussi aux gens de l'extérieur et ça permet d'avoir ce type de retour-là. Voilà, donc un certain nombre de références pour ceux qui voudront aller plus loin.